Il existe un endroit au Texas où des robots se trompent pendant d'exprès. Des milliers de fois par jour, 7 jours sur 7. Cet endroit s'appelle Robot Park et il a été inauguré par l'entreprise américaine Apptronik pour mettre son robot humanoïde Apollo 2 au travail sur des tâches en permanence sans s'arrêter. Derrière cela se cache un pari à plusieurs milliards de dollars. Celui qui accumulera le plus de données du monde réel en premier remportera la course des robots humanoïdes. Et il y a un détail dans cette histoire qu'Apptronik n'a presque pas divulgué, impliquant Google DeepMind, qui pourrait changer qui obtiendra la part la plus précieuse de cette technologie. Vous voulez tout comprendre? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous explique tout. Avant cela, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous resterez informé des dernières nouveautés en robotique. Apptronik vient d'inaugurer le Robot Park, une installation de plus de 8000 m² qui fonctionnait auparavant comme un centre de serveurs de Dell. Aujourd'hui, ce même espace abrite des rangées de robots humanoïdes au travail, en permanence dans des tâches de logistique, de fabrication et de commerce de détail. Avec l'ouverture du Robot Park, Apptronik a également présenté au monde l'Apollo 2, la version la plus récente de son robot humanoïde, disponible en 2 configurations, une avec des jambes, bipèdes et une autre sur une base à roulettes. Apptronik est né en 2016 au laboratoire de robotique centré sur l'humain de l'Université du Texas à Austin, fondé par des spécialistes qui avaient déjà travaillé sur des robots comme Valkyrie de la NASA. L'Apollo est le 16e robot construit par l'entreprise et non un projet initial. En février 2026, Apptronik a levé un tour de table de 520 millions de dollars, portant sa série A à plus de 935 millions. Le total historique levé approche déjà le milliard de dollars. Cela place l'entreprise à une valorisation estimée à plus de 5 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi ouvrir un parc de robots gigantesque, en plein cœur d'Austin, précisément maintenant? La réponse se trouve dans une phrase que le directeur général et cofondateur d'Apptronik, Jeff Cardenas, a répété plusieurs fois à la presse cette semaine-là. L'industrie a passé des années à montrer ce que les robots peuvent faire dans des démonstrations. Nous nous concentrons sur ce qu'ils peuvent faire tous les jours, au travail. C'est une pique directe adressée à une grande partie du secteur de la robotique humanoïde, qui vit de belles vidéos de robots pliant du linge ou préparant des œufs brouillés, mais qui, dans la pratique, trébuche encore dès qu'il sort du studio. Cardenas a raconté, lors d'une interview accordée quelques heures après l'annonce, que l'idée du Robot Park n'était pas née dans une salle de réunion d'entreprise. Elle est née de bières et de discussions informelles. Selon lui, au début de l'entreprise, lui et le cofondateur Nick avaient l'habitude de boire de la bière au bord de la rivière Colorado, à Austin, en rêvant de robots construisant d'autres robots. Il avait même un surnom affectueux pour cette idée, l'usine à robots de Willy Wonka. 10 ans plus tard, le rêve de bar est devenu une installation industrielle, bien moins magique, bien plus laborieuse, mais suivant exactement la même logique. Tout comme nous avons une usine qui construit des robots, nous avons maintenant aussi une usine qui produit des données, a déclaré Cardenas. Cette phrase n'est pas seulement une bonne citation pour un titre, elle résume l'argument central derrière tout l'investissement. Selon Apptronik, un robot humanoïde n'apprend pas à travailler en regardant des vidéos YouTube, comme un modèle de langage apprend en lisant des textes sur Internet. Il doit physiquement saisir une boîte, sentir un poids inattendu, glisser sur un sol mouillé, heurter un obstacle qui n'était pas sur la carte. Chacun de ces petits échecs devient une donnée, et c'est justement ce type de donnée, sale, imprévisible, issue du monde réel, qui fait défaut dans toute l'industrie de la robotique. Le Robot Park est né pour résoudre exactement ce goulot d'étranglement, en générant, selon l'entreprise, des quantités importantes de données de haute qualité chaque jour, grâce à une combinaison de téléopération, où une personne commande le robot à distance, et d'exécution autonome lorsque le robot prend lui-même les décisions. Et ce n'est pas seulement à Austin que cela se produit. Apptronik a confirmé avoir déjà reproduit ce même modèle de collecte de données ailleurs dans le monde, y compris au sein même des installations de Google DeepMind, partenaire de recherche de l'entreprise, ainsi que dans des usines Mercedes-Benz et des centres de distribution de GXO, l'un des plus grands opérateurs logistiques de la planète. Les données collectées par l'Apollo 2 au sein du Robot Park ne restent pas figées dans un tableur. Elles alimentent directement le développement de Gemini Robotics, la gamme de modèles d'intelligence artificielle de DeepMind consacrée spécifiquement à la robotique. Autrement dit, chaque boîte que l'Apollo 2 transporte, chaque pièce qu'il organise, chaque erreur qu'il commet dans ce hangar d'Austin se transforme en carburant pour le cerveau artificiel que Google construit pour les robots de manière plus générale, pas seulement pour ceux d'Apptronik. Comment, en pratique, un robot apprend-il à travailler dans ce fameux Robot Park? D'abord, oubliez l'image d'un robot seul, allumé, apprenant par lui-même, comme un élève génial. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, du moins pas encore.
Apptronik utilise 3 méthodes combinées pour enseigner à l'Apollo 2. La première s'appelle la téléopération. Pensez-y comme à une télécommande sophistiquée. Une personne, depuis une salle de contrôle, utilise des capteurs et des lunettes de réalité augmentée pour commander les mouvements du robot à distance, presque comme si elle enfilait son corps par procuration. C'est la même logique que lorsque vous utilisez une manette pour jouer à un jeu de course. Sauf qu'à la place de la voiture à l'écran, il y a un robot qui soulève une boîte dans un entrepôt. La conséquence pratique est que, même avant que le robot ne sache faire quelque chose seul, l'entreprise parvient déjà à enregistrer comment cette tâche devrait être effectuée, en enregistrant chaque mouvement comme un exemple parfait que le robot étudiera plus tard. La deuxième méthode est l'exécution autonome. Ici, le robot a déjà essayé cette tâche tant de fois sous supervision qu'il passe à l'exécuter seul sans personne aux commandes. C'est le moment où l'élève arrête de copier le professeur et commence à résoudre l'épreuve de ses propres mains. Et parfois se trompe. Et c'est justement cette erreur qui intéresse. Chaque faux pas, chaque objet qui glisse de la pince devient également une donnée, car cela montre à l'intelligence artificielle exactement où se situent les limites actuelles de la technique. La troisième méthode s'éloigne complètement du monde physique. La simulation physique haute fidélité. Avant qu'un robot physique ne tente quoi que ce soit de risqué ou de coûteux, Apptronik teste le mouvement dans un environnement virtuel qui imite les lois de la physique du monde réel. Gravité, friction, poids, équilibre. C'est que comme un pilote d'avion qui s'entraîne pendant des heures dans un simulateur de vol avant de monter dans le cockpit d'un vrai avion. Cela permet de se tromper des milliers de fois sans casser aucune pièce et de n'apporter sur le terrain que les mouvements qui ont déjà réussi le test virtuel. La somme de ces 3 méthodes est ce que l'entreprise appelle la boucle d'apprentissage continu. Selon Cardenas, l'objectif est que le robot travaille, collecte des données, s'améliore et retourne travailler, en boucle dans des environnements réels, sur des tâches réelles. C'est une rotation constante, et chaque tour de cette rotation devrait rendre le robot un peu plus compétent qu'il ne l'était avant. Sauf qu'il existe un élément de cette ingénierie que peu d'observateurs mentionnent, et qui explique pourquoi Apptronik parvient à coordonner tout cela sans que cela ne tourne au chaos. Il s'appelle Artemis, et c'est le logiciel qui fait office de système nerveux central du robot. Pensez-y comme à la tour de contrôle d'un aéroport. Elle ne pilote elle-même aucun avion, mais elle garantit que les atterrissages, les décollages, le trafic au sol et les équipes de sécurité se déroulent tous en synchronisation, au bon moment, sans se percuter les uns les autres. De la même manière, Artemis garantit que la perception du robot, ce qu'il voit et ressent, la planification des actions, les systèmes de sécurité et l'interaction avec les humains à proximité fonctionnent de manière coordonnée. Sans cette tour de contrôle, on aurait un tas de capteurs excellents et aucune coordination entre eux. La conséquence pratique est que l'Apollo 2 transforme une commande simple, porte cette boîte là-bas, en une séquence de mouvements coordonnés de tout le corps sans qu'un humain n'ait besoin de programmer chaque mouvement manuellement. Et il existe encore une deuxième couche logicielle baptisée Fleet Connect qui résout un problème plus fastidieux mais essentiel. Comment gérer non pas un robot, mais des centaines d'entre eux répartis dans plusieurs pays en même temps? C'est essentiellement un panneau de contrôle central, comme le panneau qu'une compagnie aérienne utilise pour suivre tous ses vols dans le monde entier en temps réel. Sans quelque chose de ce genre, Apptronik aurait des données de robots éparpillées entre Austin, l'Allemagne et les États-Unis, sans aucun moyen pratique de tout rassembler, de comparer et de transformer cela en un apprentissage unifié. Qu'est-ce qui change alors par rapport à ce qui existait avant? Pendant des années, le goulot d'étranglement de la robotique humanoïde n'était pas de construire un robot capable de marcher. Cela techniquement existe déjà depuis longtemps. Le goulot d'étranglement a toujours été d'apprendre à ce corps à effectuer des tâches utiles, de manière fiable, en dehors d'un environnement de laboratoire contrôlé. La majeure partie de l'industrie résolvait cela avec des vidéos de démonstration soigneusement montées ou des tests à huis clos, sans transparence sur le taux d'erreur. Ce que représente le Robot Park, en pratique, c'est la tentative de sortir ce processus du placard et de le transformer en une opération industrielle, 7 jours sur 7, avec plusieurs partenaires externes participant en même temps. Et c'est exactement cette échelle qui sépare une bonne idée d'un véritable avantage concurrentiel. Physiquement, l'Apollo 2 a grandi par rapport à la première version. Il atteint environ 1,82 m de hauteur dans la configuration bipède et parvient à porter environ 25 kg en utilisant les 2 mains en même temps. L'équivalent de 2 bonbonnes de sirop minéral de 20 litres chacune, tenues en même temps, les bras tendus devant le corps, sans perdre l'équilibre. C'est beaucoup de poids pour un corps de la taille d'un adulte. La batterie dure, en moyenne, 4 heures de fonctionnement continu selon la tâche.
Et, selon Apptronik, elle a cette fois reçu une certification de sécurité spécifique, ce qui a permis, pour la première fois, de sortir le robot du laboratoire et de l'installer dans de véritables installations clientes. Pour ne pas arrêter la production toutes les 4 heures, l'entreprise a misé sur des batteries interchangeables. Tout comme on change la batterie d'une perceuse sans fil au milieu d'un chantier, un opérateur change le bloc d'énergie de l'Apollo 2 en quelques minutes, et le robot redevient actif presque sans interruption. C'est ce qui permet, selon l'entreprise, un fonctionnement proche d'une activité continue toute la journée, 7 jours sur 7. La version à roulette cache un détail curieux peu divulgué. Elle possède un axe vertical extensible, permettant d'atteindre un peu plus de 2 mètres de hauteur, suffisant pour attraper une boîte sur l'étagère la plus haute d'un entrepôt sans avoir besoin d'une échelle, ni d'une autre personne à proximité pour aider. C'est ce genre de détail, apparemment mineur, qui détermine si un robot est réellement utile dans un centre de distribution réel ou seulement joli dans une vidéo promotionnelle. Apptronik reconnaît des limites importantes à l'Apollo 2. La principale concerne la version bipède. La batterie lourde doit rester dans le torse, ce qui augmente la consommation d'énergie et le risque de chute. C'est pourquoi l'entreprise mise d'abord sur la version à roulette, plus stable et déjà conforme aux normes de sécurité pour les robots mobiles en usine. Un autre point est le manque de transparence sur les chiffres. Cardenas a refusé de préciser combien d'unités d'Apollo 2 sont en service dans le monde, se contentant de dire « beaucoup de robots », ce qui rend difficile d'évaluer si l'opération est petite et soigneusement sélectionnée ou s'il s'agit réellement d'une grande flotte. Les tests actuels se concentrent également sur des environnements contrôlés. Le Robot Park lui-même, les installations de Google DeepMind, les usines Mercedes-Benz et les centres G et XO. La véritable mesure est donc celle d'un robot physiquement puissant et doté d'une autonomie pour un fonctionnement quasi continu, mais que le fabricant lui-même traite encore comme un prototype et non comme un produit prêt pour n'importe quel client. C'est cet écart entre impressionnant et prêt pour le monde réel qui a des conséquences concrètes pour ceux qui travaillent aujourd'hui dans la logistique et la fabrication. Si un robot humanoïde, encore imparfait, arrivait demain dans votre usine, votre entrepôt ou votre poste de travail en promettant d'apprendre de ses propres erreurs en quelques mois, accepteriez-vous de le former à vos côtés, sachant qu'il pourrait, à terme, accomplir seul une partie de votre travail? Ou est-ce que cela franchit une limite que vous n'êtes pas prêt à accepter? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous recevrez toujours les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine!